c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et on va vous parler de notre bien-aimé Mort au jet. Donc c'est le tome 2 de Capitale du Nord de Claire Duvivier dans la saga La Tour de Garde de Claire Duvivier et Guillaume Chamalade-Jean, paru aux éditions Aux Forges de Vulcain, qu'on ne présentera jamais assez, dont on ne vous parlera jamais assez. Et donc, il ne reste plus qu'un tome dans chacune des sagas. Oui. Et plus que 6 mois et 1 an à attendre. Je sais pas toi, j'ai pas lu le dernier chapitre. Oh non, mais jamais. Non. C'est pas possible en fait. Parce que le dernier chapitre, c'est le chapitre le du tome, chapitre du tome 3 de Capitale du Sud. Ouais, voilà. Donc bon, il fallait déjà digérer celui-là. Qui est plus digeste Oui que le tome 1. La fin du tome 1 n'ont rien à voir. Oui. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus, je dirais sur la fin. C'est annonciateur de quelque chose. Voilà. On arrive à visualiser, on a très envie de voir la suite, mais c'est pas un fracassant, ouais. C'est pas, ça part explosif. Pas dans une... voilà. en cascade ruisselante de sang, hein, très clairement. Là c'est quelque chose de beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme pour Claire Duvivier qui nous avait... Je pense que d'ailleurs c'est un peu ce qui décrit ce tome, à savoir quelque chose de plus calme. Bah, je suis pas d'accord pour moi puisque le tome 1 est assez lent, le temps d'introduire tout. Nous c'est pas gênant, on a plutôt bien aimé, mais je sais qu'il y a des lecteurs qui s'attendent à quelque chose de plus dynamique et qui ont du mal. Alors que là on rentre dans le vif du sujet direct, on reprend pile à l'endroit, quasiment pile à l'endroit où on s'était arrêté dans le tome 1. Donc un arrêt fracassant et on reprend pile à cet endroit là. Et donc du coup l'action elle est déjà là, enfin le côté dynamique est déjà là. C'est pas forcément de l'action tout de suite, mais c'est plus rapide. C'est vrai. En fait ce que je voulais dire par plus calme, c'est peut-être le côté moins magique. Ouais. Il y a un petit côté un peu plus maîtrisé, voilà, un côté plus maîtrisé par le personnage d'Amalia. Plus réfléchi, elle a planifié à l'avance. C'est ça, et il y a énormément, même les imprévus si vous voulez, elle a retrouvé quelque chose donc de très propre à son caractère, c'est-à-dire tout est planifié, tout est organisé, même quand elle a un coup de retard finalement, clac clac clac, elle arrive à remettre son cerveau en place et à reprendre maîtrise d'elle-même et maîtrise des actions et maîtrise de la suite. Et donc je trouve qu'en ça, par rapport au tome 1 où elle était extrêmement surprise et assez démunie face à ce qui arrivait à ses amis et face à ce à quoi elle devait faire face, là au contraire elle reprend la main. Voilà, j'ai vraiment vécu ça comme Amalia reprend la main. Et puis elle a grandi, elle a évolué, elle a appris de ce qui lui était arrivé. Elle continue d'apprendre hein, parce que voilà. Oui. et du coup parce qu'elle a appris justement, quand elle se retrouve à nouveau confrontée, parce qu'il y a des confrontations assez violentes quand même sur la fin notamment, elle se retrouve dans des situations où elle arrive à se reprojeter dans quelque chose qu'elle a déjà vécu et à se dire ok d'accord, je connais donc je vais remettre mon cerveau en place et on y va. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le personnage d'Amalia. Ça change d'avoir des personnages qui sont j'ai pas envie de dire sans émotion parce que c'est pas vrai, mais qui ont une analyse très profonde de leurs émotions, tellement qu'en fait finalement ils vivent en retrait de leurs émotions. Ouais. Elle est pragmatique, très dans l'introspection et très raisonnée cartésienne. Ouais. Ça c'est du fait de son éducation, de toute façon c'était tout le plot du tome 1. De Haven, c'est une cité où règnent les sciences, où règne l'éducation et voilà, où il n'y a pas de place pour des croyances. Enfin, une petite place quand même. Toute petite. Et ça finalement, on va dire que parmi donc citadins de demain, l'objectif c'était de créer des citadins de demain. Je trouve que parmi ces, on va dire, face en tout cas à ceux qui ont été éduqués en même temps qu'elle, c'est la plus réussie du lot. Et c'est peut-être ça qui va la sauver. Voilà. Et c'est ça qui va faire toute la suite probablement. Ouais. Comme les dernières pages l'annoncent de manière mais bref, on va peut-être pas parler de la fin tout de suite. Une autre chose qui est très très forte et qui est très maîtrisée de la part de l'autrice, c'est le langage et la plume. Qui, je sais qu'il y en a qui ont pu abandonner ce livre parce que le langage dans le tome 1 était très soutenu. Il faut s'habituer, mais nous on s'habitue assez vite et c'est très agréable, ça change d'habitude. Et là, en fait, comme elle est placée dans une situation où elle n'est pas parmi toute la noblesse, voilà, elle n'est pas dans son milieu de naissance, elle doit s'adapter. Et le langage change en fonction des lieux dans lesquels elle se déplace. Elle a une très grande capacité d'adaptation qui lui permet de se fondre dans la masse, dans plusieurs masses, parce qu'elle va côtoyer à la fois la petite bourgeoisie, à la fois des quartiers très miséreux avec un langage très
vulgaire, ouais, on peut dire ça comme ça, et elle s'en sort très très bien. Et en fait, Amalia dans ce tome-là, c'est plusieurs personnages. Je sais plus combien elle incarne, enfin elle se crée plusieurs identités et elle arrive à se glisser dedans comme si elle changeait de masque finalement, et c'est très réussi. Et au niveau de la plume, c'est très très fluide de passer de l'un à l'autre, et limite on le remarque pas, juste on sait que bah voilà, là c'était tout collait au contexte. Exactement. La relation Amalia et Jonas qui est très très chouette, ça change d'habitude, clairement. C'est du fait aussi du caractère d'Amalia. On peut pas trop vous dire en quoi, je pense, sinon ce serait du spoil et puis ce serait bien dommage. On en découvre plus sur le personnage de Irion a posteriori. On en apprend plus sur lui, on en apprend aussi plus sur sa famille, ça explique des choses. On a aussi des nouveaux personnages secondaires qui interviennent. Alors on retrouve des personnages secondaires du premier tome dans l'entourage, enfin c'est pas l'entourage proche d'Amalia, mais on a déjà entendu parler de certains personnages, il y en a d'autres qui font leur apparition. Et notamment on retrouve un personnage qu'on avait beaucoup aimé dans le premier tome de la Tour de Garde, je crois. On l'avait vu dans le deuxième aussi, mais non, quoique non. Non, il était là que dans le premier. Donc voilà, donc là on le revoit. Et je pense notamment à l'arrivée d'enfants, Lutte notamment, une petite jeune fille, je trouve, enfin une petite, je sais pas quel âge elle a, une dizaine d'années peut-être. 12 à 14, je dirais. Ah ouais, tant que ça. Ah ouais, je pense. Moi j'aurais dit un peu moins, et en fait Amalia, parce que elle a été éduquée comme ça, vraiment par l'apprentissage, presque l'apprentissage par l'erreur, l'apprentissage par la leçon et par la démonstration. Elle voit une petite fille dans une situation qui serait émouvante pour n'importe qui d'autre. Elle se dit juste je vais l'aider, mais à ma façon. Donc elle lui donne des leçons, et j'ai trouvé ça très fort et très beau, et petit à petit on sent que la carapace s'amincit, et voilà, elle arrive presque à se retrouver d'une certaine façon dans cette petite fille, et j'ai trouvé ça très chouette. Mais c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'elle n'a pas d'émotions, c'est juste qu'elle les gère différemment. Très différemment. Mais justement, c'est très différent et c'est très chouette. J'ai vu assez peu de romans parce que finalement, les émotions, le fait de créer un personnage dans lequel les lecteurs peuvent s'identifier, notamment grâce aux émotions, parce que c'est ça, quand on a un personnage qui est pas forcément du même milieu social, ou qui nous ressemble pas, pour X ou Y raison, qui a pas le même parcours, ce dans quoi la majeure partie des personnes se ressemblent, c'est les émotions. C'est là qu'on va retrouver, on va se dire ah bah oui, ça aussi ça me rendrait triste, ah bah oui, ça aussi ça me mettrait en colère. Et là, le fait d'avoir un personnage qui gère pas ça du tout, enfin qui gère ça pas du tout, comme la majorité des gens, sans dire que sans dire qu'elle ne représente personne, parce qu'il y a forcément des personnes qui se retrouveront dans ce personnage là, c'est différent. Et en plus, c'est très très bien fait par Claire Duvivier, qui pourtant arrive, à contrario, à nous servir des personnages qui, eux, pour le coup, ont beaucoup d'émotions, les expriment aussi beaucoup de façon très mature. Jonas, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est très mature dans ses émotions, justement, dans la façon dont il les exprime. Ouais, et dont il les explique aux autres aussi, surtout ça. Dont il les explique à Amalia. Il faut. il faut. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, ce personnage, avec beaucoup plus cartésien, c'est un personnage féminin. Et les rares fois où on aurait pu le retrouver, ce serait chez des personnages masculins. Donc voilà, il n'y a pas de clichés. Il est temps de sortir les clichés. Ce que je trouve ouf, bon, un peu comme tout dans ce roman, mais dans cette saga, c'est l'intensité égale dans l'intrigue et dans les jeux politiques qu'il y a entre Capitale du Sud et Capitale du Nord, alors que ce n'est pas les mêmes auteurs en fait. Ce n'est pas les mêmes plumes, mais il y a vraiment une similarité, et qui fait que voilà, tout se mélange très très bien au final. Il y a une forme de reflet miroir, on va dire. Je pense notamment au rythme. Alors, je sais pas si tu l'as vécu pareil, mais dans le tome 1 des deux capitales, on a une mise en place assez lente qui prend son temps, et puis ça monte crescendo, et à la fin il y a une explosion. C'est vraiment, je l'ai vécu comme ça, le tome 1 des deux. Le tome 2, il n'y a pas la mise en place, tu l'as dit tout à l'heure, et on est sur quelque chose de plus... même pour Nox dans le deuxième tome, on va suivre des intrigues politiques, ce qui est aussi le cas là, vraiment une reconfiguration politique des deux tomes,
Et à la fin, on arrive dans les deux cas sur quelque chose d'assez, je vais pas dire plat, mais ça monte, enfin ça annonce la suite. Voilà, ça s'annonce, ça arrive, j'ai pas envie de dire tranquillement, mais on n'a pas cette explosion, cet éclatement. Et donc au niveau du rythme, c'est aussi assez similaire finalement. Bah, les deux tomes 1, je les ai pas trouvés si similaires que ça. Le rythme, il est, je dirais, un peu similaire, mais légèrement décalé, tu vois. Par exemple, le tome 1 de Claire Duvivier est nettement plus lent quand même si la fin est fracassante, alors que le tome 1 de Guillaume Chamanadjian, la fin n'est pas aussi puissante. Ah ouais, moi je ça donne envie de lire la suite, alors que le début met nettement plus, fait nettement plus rentrer dans la cité. Mais l'expérience de lecture n'est pas tout à fait la même, tu vois. Alors là-dessus je suis d'accord, mais je garde un souvenir de la fin du tome 1 quand même qui était... Ouais, bah, alors que du coup moi je pense plutôt que le côté explosif était plus dans le tome 2 pour moi. Ah ouais. Bah tu vois, je... Où là, où tout a éclaté, tu vois. Oui. Pour moi l'explosion elle est un peu décalée par rapport au Capitale du Nord. Alors là, pour le coup, on l'a dit, il y a une reconfiguration politique dans ce tome-ci également, parce que on va voir le petit monde de l'aristocratie de l'extérieur, et enfin on a les pouvoirs extérieurs, donc ça y est, la plèbe, les faubourgs, je crois que c'est comme ça, c'est ceux qui habitent dans les faubourgs, dans la grille, qui vont se soulever, les débardeurs, ceux qui travaillent dans le port, qui vont unir leurs forces, grâce à des petits coups de pouce par-ci par-là, et qui vont concentrer leurs forces sur les lieux de pouvoir et sur l'aristocratie pour faire une forme de coup d'état. Voilà, marchera pas, on vous laisse découvrir ça, mais encore une fois, c'était extrêmement bien construit, et comme dit, très millimétré, même s'il y a des petits grains de sable, même s'il y a des petites erreurs, même si tout se fait pas super bien, c'était incroyable. Et tout ça, ça nous amène vers un final où on commence à voir les fils qui s'entremêlent des deux capitales. Et ben voilà, on peut visualiser un peu ce qui va se passer par la suite, sans tout savoir non plus. Et ça donne très très hâte de lire la suite. Il y a un élément qui m'a manqué, qu'on n'a pas vu dans ce tome 2. On en a parlé, c'est Nevaed, la ville miroir de Dehaven. Mais par contre, on découvre un autre outil, je sais pas comment les appeler, artefact, outil magique, je ne sais pas, qui était dans la cassette d'Irion, les diadèmes. L'utilisation des fameux diadèmes qui va être absolument centrale sur ce tome-là, et qui va permettre de comprendre Amalia d'un point de vue extérieur, encore une fois, et avec énormément d'introspection, parce qu'en fait, comme elle analyse tout, absolument tout, elle va aussi analyser l'utilisation de ces diadèmes, comment ça agit sur elle, pourquoi elle réagit de telle ou telle façon. Et j'ai trouvé la magie de ces diadèmes absolument incroyable, la façon dont ils l'utilisent tellement créative, inventive, et ça marche super bien. Ouais, et donc du coup là, voilà, la thématique magique n'est pas la même, on se centre vers autre chose, et donc du coup on en laisse un peu plus une tombée qui va certainement réapparaître par la suite, sans doute. Et donc finalement on parle aussi moins des Sictes, qui étaient très présents dans le tome 1 pour la mise en place, et on les retrouve sur la fin du tome 2, et on sent toute l'importance qu'ils vont avoir. Là par contre c'est presque écrit noir sur blanc, attendez-nous, on arrive, les Sictes qu'on retrouvait déjà un peu en parlant de la tour de garde dans Capitale du Sud, parce que ça a été un peuple qui a l'air finalement commun, à cheval entre Gémina et Dehaven. Et voilà. Et il y a autre chose qui m'a fait beaucoup penser à Capitale du Sud, et qui m'a aussi un peu fait penser à Un long voyage. C'est, alors, en l'occurrence c'est pas lié à Un long voyage, mais je sais que c'est lié à Capitale du Sud, c'est qu'à un moment donné, dans un débat politique, il y a un personnage, c'est très très secondaire, et c'est seulement quelques lignes, mais c'est tellement important. Il y a un personnage qui dit: mais de quoi est-ce que vous vous plaignez? Moi j'ai dû quitter ma ville, j'ai dû quitter mon pays, parce qu'on se fait envahir par une bande de barbares. Et on se rappelle à quel point c'est super important dans le tome 2 de Capitale du Sud. Et donc du coup, avec ce final là, j'ai quelques prédictions. Je peux malheureusement pas en parler. Elle me dira. Voilà. Bah, je t'en ai déjà parlé. Elle m'en a déjà parlé. Mais voilà, c'est très très chouette de pouvoir s'imaginer ce que va être la suite, et probablement être complètement à côté bluffé de la plaque, et retourné. Parce qu'on a l'habitude avec Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier de se préparer à quelque chose. Moi c'est vraiment l'effet que m'avaient fait ces deux premiers tomes, moins ces deux-là, enfin moins les deuxièmes, mais les deux premiers tomes, j'avais vraiment eu cet effet de: je me projette vers quelque chose,
et d'être t'emmène ailleurs. complètement bluffé. Et donc je pense que ça va être pareil pour ce final. J'ai très peur. J'ai très peur d'arriver au bout. D'arriver déjà. Qui reste encore qu'on ait encore tellement de choses à découvrir et que ce soit... C'est un peu comme pour le tome 2 de Capitale du Sud, on se dit que c'est pas possible, ça se finisse dans un tome. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a trop de choses d'ouvertes, il y a trop de choses de découvertes. Et je sais pas comment, par quelle magie ils vont faire. Après, ce que je me dis, c'est vu la fin à laquelle on a eu le droit, peut-être qu'il ne faut pas voir les 2 tomes suivants comme le tome 3 de chacune des sagas, mais comme un 5e tome découpé en 2 parties. Je sais pas si c'est clair. Ouais, je vois. Moi j'essaie de le voir comme ça, c'est à la fois plus triste parce que ça veut dire que c'est le dernier découpé en 2, ce qui est vrai, mais en même temps je pense que ça fait peut-être plus sens et je vois ça comme je me dis, ils vont pas finir chacun en un tome, mais ils vont finir tous les 2 en 2 tomes. Ouais, je pense quand même qu'ils vont diverger à un moment donné. Ah ouais, tu penses qu'ils vont se rééloigner? Je pense, parce que c'est ce qu'ils avaient dit un peu, c'est que ça reste quand même leur partie à chacun, donc je pense que ça va rediverger. Ouais, t'as raison, mais je vois juste. Mais ils vont se relier de toute façon, clairement. Le début du tome 3, ils se relient. Et après, ils vont repartir. On l'a pas lu, mais c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, on nous a encore servi une jolie pépite sur un plateau. Voilà, hein, ce n'est que le 4e. De toute façon, si vous n'avez pas vu les comparaisons des tomes précédents, allez-y. Enfin, il fallait y aller avant. Hein, je sais pas ce que vous faites là. Mais on ne peut que, encore une fois, le conseiller. Je crois que j'ai vu des personnes commencer par Capitale du Nord. Je sais pas. Je trouve et je pense que si ça a été sorti dans ce sens-là, c'est que derrière il y a vraiment une intention de la part des auteurs. Pour ma part, je préfère respecter et on la sent finalement dans l'ordre des rencontres des personnages, notamment Cassimux qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, je conseillerais pas. Mais en même temps, si vous en êtes arrivé à ce point-là de cette vidéo, c'est que vous avez probablement déjà lu les 3 tomes précédents. Sinon, c'est un peu triste. Ou les 2 premiers, au moins. Oui, ou les 2 premiers de Capitale du Nord. Enfin, le premier de Capitale du Nord, en tout cas. Et Capitale du Sud. J'ai très peur parce que je les vois dans ma bibliothèque et je me dis, mais Un long voyage, c'était génial. Les 4 tomes là, c'était génial. J'en veux plus, j'en veux encore. Et tous les 6 mois, on en veut un quoi. Enfin... Et j'espère qu'ils vont continuer à créer, alors ensemble ou séparément, mais ils ont un talent absolument fou. Et c'est des auteurs qu'il faut suivre vraiment. Et on vous a déjà parlé d'un long voyage, mais on le redit. Si vous voulez plus de Claire Duvivier, mais dans un registre complètement différent, en attendant la suite de Guillaume Chamanadjian, allez lire Un long voyage, vraiment ça vaut le coup à 2000%. Voilà. Oui, ça me paraît pas mal. On peut rien dire de plus, à part qu'il faut absolument lire cette saga dans sa vie. Hein, Vous l'avez pas compris, lisez absolument cette saga. Et voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à venir dans les commentaires nous parler de ce roman, de ces auteurs, de ces premiers romans, de ces débuts de saga. Venez en discuter avec nous, ça nous fait à chaque fois super plaisir. Et puis allez en librairie, parce qu'on ne l'a pas dit, il est sorti le 7 octobre. Nous sommes le 10, vous verrez cette vidéo probablement sur la fin de semaine. Donc allez-y, foncez, allez l'acheter, lisez-le et puis venez en discuter avec nous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.